Précisons aussi, Marc, qu'au volant de ces voitures, il commence à y avoir aussi de sacrés pilotes, hein, puisque on a Robeuf qui a été champion du monde de tourisme, qui est quatrième sur la grille. Encore une fois, une photographie de l'endurance, un mélange de pilotes professionnels, de pilotes amateurs chevronnés, qui vont. Michael Lyons, qui est également un des habitués des avant-postes dans les courses d'endurance. On a Katsukubuta, qui est un pilote japonais qui est aussi un habitué du Grand Prix de Monaco historique et qui pilote des Formule 1 historiques dans les rues de Monaco de très belle manière. Vous en parliez tout à l'heure avec cette Nissan, voilà. C'est lui le plus rapide hier d'ailleurs dans les essais. 338.3 dans les lignes d'hier. Là, le ton est en train de monter. 338, ça commence effectivement à parler. C'est d'ailleurs ce que disait Rubens Barrichello lors de sa découverte des 24 heures du Mans. Ça lui a fait un peu bizarre de se retrouver à ces vitesses dans les lignes d'hier. Allez, départ lancé pour le groupe C. Ici pour 43 minutes de course. La Nissan, c'est la jaune, la Jaguar, couleur Bordeaux historique, qui est devant. Et attention au premier freinage à la bord dans l'autre. On va tenter l'intérieur, on va tenter l'extérieur. Et pour l'instant, tout le monde est sage. Et ça passe sans encombre, au moins pour les hommes de tête. Dès le départ, d'ailleurs, me semble-t-il, une manœuvre de Raymond Narac ou de son équipier pour l'obtention de la 3e position. Ils sont pointés à la 3e place avec leur Porsche 962, alors que l'on est en train d'aborder la ligne droite des Inaudières. Et vous le voyez, c'est un peloton qui est à voir, mais c'est aussi un peloton à entendre, on va dire, Marc, parce que c'est une époque où le bruit des voitures était symptomatique, on va dire. Chaque voiture avait sa manière de s'exprimer. Le V10 de la Peugeot. Attention, cette façon de s'exprimer, c'est pas la bonne. Pas la bonne non plus, non. Allez, 104, c'est Mama avec une Spice. Mama qui est un pilote suisse, qui est un habitué aussi des séries V2V et des séries historiques organisées par Patrick Peter. Les frères chez Mama qui eux aussi sont des serial winners dans les diverses catégories des courses historiques de Peter Otto. Le japonais Kubota a pris la tête à bord de sa fameuse Nissan. Changement de position, il s'est imposé à la Jaguar de 1989. Et vous voyez qu'il fait parler la vitesse de pointe. Il y avait 20 km/h de plus, 22 km/h de plus en ligne droite hier à l'avantage de cette voiture par rapport au Jaguar. On va voir si les pilotes de la Jaguar justement peuvent profiter des portions sinueuses ou de leur meilleur appui sur les freinages peut-être pour remonter dans le classement. Et vous parlez des moteurs, Frédéric, et des différentes symphonies qu'on a sur ce groupe C. On partait du Flat 6 Porsche. On a le V10 Atmo de la Peugeot, le V8 de la Sauber Mercedes, on va la voir tout à l'heure. Les V8 turbo des Ferrari de cette époque-là, qui équipaient même des Lancia. Regardez la Ferrari Momo ici. Quand on vous parlait tout à l'heure de décorations que vous allez reconnaître et qui vont vous parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le V12 Atmo, bien sûr, dans les Jaguars. Et puis le fameux V8 Cosworth qu'on a retrouvé dans un grand nombre, naturellement, de voitures qui se sont engagées dans toutes les époques presque. Et quand on parlait également de diversité automobile et de différence entre les grands et les petits constructeurs, vous le disiez, cette fameuse Momo, cette Gebhardt qui est assez rare, c'est à l'initiative d'un tout petit constructeur. On a d'autres exemples sur ce plateau avec certes les prestigieuses Porsche, Toyota, Nissan et autres, mais de façon, on va dire, plus confidentielle, alors qu'il y a toujours quand même une situation délicate sur ce ralenti à l'abordage de la première chicane du circuit. On a aussi des Alba, on a aussi des Spice, des Tiga qui ont été un petit peu moins connues aux avant-postes des 24 heures du Mans, mais qui elles aussi ont des histoires fabuleuses à raconter, des histoires de
on peut l'imaginer, de nobles britanniques un peu fortunés, passionnés de sport automobile, qui ont investi leur dernier argent dans la construction de ces voitures pour peut-être abandonner dans le 3e tour des 24 heures. C'est pas grave, c'est l'aventure humaine qui compte au final, et tout ce qui a pu se passer en amont pour arriver à essayer de conquérir ces 24 heures du Mans, parfois dans les catégories aussi, et d'ailleurs certains ont été couronnés de succès. Et comme tout à l'heure, une bagarre pour la 3e position. Tout à l'heure, c'était dans les Jaguars. Cette fois-ci, nous sommes dans le groupe D. Ah, attention, sortie de route. Est-ce que c'est de nouveau Spice qui est dehors? Ah, elle y est allée toute seule. Freinage. Est-ce que c'est un blocage ou est-ce que son pilote a voulu éviter justement la voiture? Oui, il me semble bien que c'est. Il semble bien que ce soit la même, oui, effectivement. Ouais. Il y avait déjà eu un souci tout à l'heure dans la chicane. Elle s'était retrouvée en sens inverse de la marche. Oui. Philippe Chemama, oui, qui est en perdition. Elle est toujours là-bas, la voiture, elle est toujours dans le bac à gravier. Pour l'instant, elle n'en ressort pas. Ça a changé de position pour la 4e place. C'est de la lutte à tous les niveaux. Et une lutte derrière au freinage, vous avez aperçu une Porsche et la fameuse 905. Voici le changement de position. Il y a déjà des voitures qui rentrent au stand juste devant notre cabine de commentaires. C'est le cas ici de cette Tiga. On en parlait tout à l'heure, de Laurent Faure, oui, effectivement. Et Frédéric Darocha. Alors les mêmes règles s'appliquent pour des raisons de sécurité encore une fois. Mais là, a priori, c'est pas un arrêt au stand programmé. Non. Ah, c'est une voiture qui porte la déco. Elle n'a pas roulé au Mans, cette Tiga, mais elle porte la décoration d'une voiture qui, elle, a disputé les 24 heures. C'était en 1989. Précisons que ça doit être le modèle pour que les voitures soient admissibles au départ de ce Mans classique. Le modèle, ça doit être le même modèle que la voiture qui a participé au 24 heures du Mans. D'ailleurs, on a vu très récemment une Chenard et Walker qui a été complètement restaurée, qui appartient au musée de l'automobile du circuit des 24 heures, qui a été complètement restauré. C'est le modèle similaire à la première voiture victorieuse aux 24 heures du Mans, qui a été remis à neuf avec beaucoup d'amour, qui a aussi obtenu la contribution de généreux donateurs pour mettre à profit la passion du plus grand nombre. Ouais, ils ont fait appel au crowdfunding. Effectivement, pour remettre en route cette voiture qui a intégré la collection du musée des 24 heures il y a quelques jours. C'était il n'y a pas de temps. C'est même avant-hier, il me semble, il y a 3 jours simplement. Elle a eu les honneurs de remonter la piste, de faire l'entrée des stands jusqu'au musée, avec Pierre Fignon à son bord, notamment avec le responsable des collections de l'Automobile Club de l'Ouest également. Et oui, c'est du crowdfunding, du financement de généreux mécènes, du financement de l'Automobile Club de l'Ouest. Je crois que c'était 68 500 euros au total, oui, tout à fait, ce qui est relativement modique d'ailleurs pour une voiture de cette importance historique, alors qu'on est avec la tête de la course. Et si Katsu Kubota est relativement tranquille derrière le binôme de Cournarac, eh bien ça klaxonne avec Campagne et Calf qui sont un peu plus d'une seconde derrière, et puis Vercoute et Müller qui sont à la 4e place et qui eux aussi aimeraient bien se frayer un chemin jusqu'au podium, alors qu'on est sous régime de slow zone en abordant, semble-t-il, la ligne droite qui va commander les virages Ford. Oui, et le raccordement, c'est toujours parce que Philippe Chemama et sa Tiga, et sa Spice sont plantés dans les graviers. Et voilà, et vous apercevez le Manitou qui est en train de venir évacuer la voiture. Donc slow zone, on neutralise ce passage, cette portion du circuit. Tout le monde doit lever le pied, on ne se double pas bien évidemment. Il faut que ce tracteur évacue la voiture. Et de l'autre côté de la piste, j'aperçois le drapeau rayé rouge et jaune qui signifie qu'il y a de l'huile ou du fluide sur la piste. C'est probablement une rupture qui a entraîné ce blocage et cette sortie de piste de la Spice de Chemama. Et voilà pourquoi les commissaires de piste, qui sont 900
ce week-end autour du circuit. C'est quasiment la même configuration que les 24 heures modernes. Exactement. Et vous savez qui y a parmi les commissaires de piste? Ah, alors ça c'est marrant. Ça c'est marrant. Le directeur de course des 24 heures du Mans, Eduardo Freitas, et du WEC, le championnat du monde d'endurance. Eh bien, il avait commencé avec les commissaires. Ce week-end, il a décidé de retourner avec eux. Et il est à un poste à Mulsanne. Voilà, le directeur de course des 24 heures et du championnat du monde d'endurance qui récupère un poste ô combien important parmi ceux des commissaires. Mais humble, modeste, et il se rapproche de la piste, surtout il peut sentir. Il peut sentir et puis il peut peut-être aussi arriver à percevoir les contraintes qui sont celles de ceux qu'il a à la radio en intervention à l'autre bout du circuit alors que lui est dans son centre de commande dans le module sportif, dans la tour de contrôle des 24 heures du Mans lorsqu'il officie. Et c'est aussi, je trouve, une belle image de ce que peut être l'esprit de l'endurance, c'est-à-dire le directeur de course qui va le temps d'un week-end au poste d'un commissaire parce qu'il y a effectivement, on l'a vu encore cette année, des pilotes qui ont gagné le Mans au classement général l'année dernière avec Porsche, qui étaient à bord de GT cette année. Il n'y a pas de petites et de grandes équipes, il n'y a pas de petites et de grandes voitures, il y a juste les 24 heures du Mans et on y participe chacun à sa manière, de façon différente. Comme on le dit souvent, il y a 260 000 spectateurs aux 24 heures du Mans, il y aura 260 000 histoires différentes. Chacun va vivre l'épreuve à sa manière. C'est un peu la même chose sur ces Le Mans classiques où vous voyez, même si on est encore sur une portion du circuit en slow zone, la bataille fait rage entre les Porsche 962 par exemple, à l'amorce de la ligne droite des Hunaudières, où à coup de dixième on essaie de régler le sort de ses places sur le podium ou ses premiers accessites. Parce que même si ce n'est que pour une 5e ou 6e position, eh bien il faut être là, surtout quand on a des voitures de cette classe et de cette catégorie. On était peut-être dans l'expérience mystique avec les Jaguars, parce que le fait de rouler simplement sur le développement des presque 14 km, c'est déjà en soi un événement. À bord des groupes C, on est avec des pilotes qui ont vraiment envie d'aller en découdre et d'aller gagner des places et de figurer le mieux possible, à l'instar de Campagne et Calf ou de Lecourt-Narac, qui sont en explication pour la 2e place du classement général. Vous voyez 5 dixièmes et l'écart il est un peu fluctuant au gré des incidents en piste, mais il a tendance à se resserrer. Et puis on peut faire confiance à Lecourt et Narac, quel que soit le pilote qui se trouve à bord de la voiture, pour essayer d'aller chercher son devancier. Et la 82 qui occupe la 3e position pour l'instant, c'est l'un des tout derniers châssis de la 962 qui a été construit par Porsche. C'était un team japonais, le team Trust, qui l'utilisait. C'était pas un groupe français plutôt, Trust? Oh, vous perdez votre sang-froid. Si on chantait. Non, on va pas chanter tout de suite. Michel Lecourt et Raymond Narac qui sont aussi des fidèles de Porsche. On sait que Raymond s'est engagé à de nombreuses reprises aux 24 heures du Mans moderne. Et puis tous les deux, ils sont associés traditionnellement dans les courses de Patrick Peter, notamment Spa Classique sur des Porsche 911 et aussi dans le Toronto sur une Porsche 911 qu'ils partagent. Donc on va dire des amateurs éclairés. Et plus que ça même au niveau du coup de volant, donc on peut s'attendre à quelque chose pour encore une fois les places sur le podium, comme on l'a vu dans la course Jaguar. Kubota est en train de s'échapper petit à petit, une 50aine de secondes d'avance, et ça ne cesse d'augmenter. Il est beaucoup plus rapide, quasiment 20 secondes plus rapide sur le tour précédent que les voitures qui le poursuivent. Mais en revanche, derrière, eh bien, on va avoir du suspense, et ceci entre la 2e et la 5e, 6e place même peut-être, car derrière, eh bien, Michael Lyons avec Sark Gebhardt est en train de faire une très belle remontée. On sait que ce jeune pilote a plutôt tendance à ne pas ménager ses efforts. Et puis il y a ici une crevaison ou peut-être pire, peut-être une transmission. Pire, regardez, il y a des débris là-bas. C'est encore une voiture qui a touché. C'est une crevaison là de nouveau. À l'avant gauche, ça doit être la Dome Toyota, non, semble-t-il? Non? Oui, c'est la Toyota 85C. Oh là, il y a du grabuge avec également une ligne de Peugeot 905 Evolution bis.
la numéro 4. Alors cette voiture, elle a couru Le Mans à l'époque avec Alliot et Jabouille, c'était en 91, et avec Ferté, Van de Poel et Wendlinger en 92. Alors voilà ce qui s'est passé sur la Toyota, et puis derrière effectivement Dominique Guéna et sa Peugeot 905 qui sont au pied du Dunlop, et oui, oui, il a évité le pire quand même, hein, même si ça s'est fini sans contact, fort heureusement, parce que on l'imagine, ce serait dommage d'abîmer de telles voitures, même si c'est leur vie, même si une voiture de course est faite pour courir, quoi qu'il arrive, même si c'est une voiture ancienne. La Toyota en fait, il a eu 85C, un bon réflexe. Ouais. Cette voiture, elle a marqué l'arrivée de Toyota en Formule 1 en 1985. Mais qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Alors, lui, il est en slow zone, a priori Kubota, mais la voiture semble avoir un comportement un petit peu curieux. Est-ce qu'il a aussi un problème de pneus? C'est le leader de la course en ce moment qui reconnaît un souci. Lui qui a signé le meilleur tour. Oui, il a crevaison arrière gauche, absolument. Il a dû rouler sur des débris. Oui, probablement. On a vu d'ailleurs qu'un petit peu plus tôt, les caméras du circuit nous montraient des débris qui se trouvaient sur la piste. Alors pourquoi pas une crevaison provoquée par ces pièces et ces débris peut-être de carbone. On sait que le carbone est très coupant et que lorsqu'on roule dessus, on a quasiment l'assurance de crever. Et il va falloir la traîner un petit peu, cette Nissan. Ouais, il va lui falloar être patient. Une Jaguar aussi qui est en perdition dans la ligne droite des stands. La numéro 35 qui s'est arrêtée. Oui. GR14. Lopez et Vincent Radermaeker. Absolument. Un super pilote belge, Vincent Radermaeker. Ils sont nombreux les Belges ce week-end. Au volant aussi. Ah oui, au volant aussi. Est-ce qu'elle va rejoindre les stands, la 85C, la Toyota? Elle avait été 12e pour sa première apparition, absolument, avec le dénommé Nakajima notamment à son volant. Mais Monsieur Père, Sekiya et Oshino. C'était un équipage 100% japonais. C'est la première Toyota vue au Mans, donc en 85, et on en a construit 2 exemplaires, 2 châssis. Le Japon et les 24 heures du Mans, c'est aussi une longue histoire de passion. On sait que malgré les kilomètres, les safety cars annoncés par la direction de course pour permettre sans doute au commissaire d'intervenir, on sait que oui, malgré la distance, les Japonais et les Américains, dans les 2 extrêmes par rapport aux 24 heures du Mans, effectivement, géographiquement, suivent avec attention et passion cette épreuve. Ça correspond bien d'ailleurs à l'esprit chevaleresque qu'on prête aux pilotes et aux Japonais en général, à la mentalité japonaise, le respect aussi, le respect qu'on voit entre les concurrents en endurance, malgré l'adversité, alors que le safety car est effectivement confirmé en piste dans les instants qui viennent. On a l'une des Jaguars qui est au stand, une GR11 avec son moteur V6 turbo. Le voici, le safety car. Vous avez vu que Kubota est en... Ça va peut-être faire les affaires de Kubota d'ailleurs, mais on dirait quand même que la victoire fortement compromise pour le pilote japonais. Bon, alors il y a du temps pour observer l'arrêt. Peut-être qu'on aura le temps de changer ce pneumatique dans le temps imparti et que ça ne va pas trop faire les affaires de la numéro 10 qui est juste derrière. Mais évidemment, on en profite. Là, pour le coup, il y a un coup de stratégie. Pit window open, juste à l'instant où Kubota se présente à l'entrée des stands. Ça, c'est aussi sans doute une bonne nouvelle pour lui. Ça pourrait éventuellement le remettre en scène. Alors, on a le droit de faire ça. Hein. Tant que la ligne d'entrée des stands n'est pas passée, on a le droit de doubler. C'était la Toyota, justement, la 85C. Voilà, suivi par la Gebhardt de Michael Lyon. C'est peut-être lui qui va faire la très belle opération dans ce coup-là, parce qu'il est un des premiers à rentrer au stand et parti, pas du diable Vauvert, mais du milieu de la grille de départ. Michael Lyons, il est en train de remonter doucement vers la première place. Il occupe la 3e position pour l'instant. Ça va sans doute prendre un peu plus de temps pour Kubota, voire même signifier un retrait. Oui. Faut-il un pneu? Il faut pouvoir changer cette gomme avant à l'arrière gauche. Non. On va amener la voiture au bout, devant le beau garage.
Alors les garages qui sont donc occupés exclusivement par les groupes C. Est-ce que la carrosserie a été abîmée? Attention, là ça va être un petit peu délicat pour repartir. Les changements de pilote pour ceux qui disputent l'épreuve en équipage. Les pilotes qui sont seuls, eux, doivent observer le même temps à partie. Ok, il y a un pneu. On peut changer cette arrière gauche en espérant que la carrosserie, donc, ou les éléments de transmission n'aient pas été abîmés sur le retour. En tout cas, une chance, c'est que le pneu a l'air de s'être délaminé proprement, on va dire, parce qu'on n'a pas effectivement de gros dégâts à l'arrière gauche, en tout cas visiblement. On va voir encore si à l'intérieur rien n'a été débranché ou désassemblé. Ah, voilà, vous voyez ces interventions toujours très efficaces des commissaires de piste de l'Automobile Club de l'Ouest qui veillent à la sécurité de nos pilotes. Comme vous le disiez, Marc, on aura peut-être l'occasion d'apercevoir à Mulsanne Eduardo Freitas, officier. Du coup, c'est son compère des directions de course aussi des 24 heures du Mans. L'homme qui était à côté de Nakajima, Alonso, Buemi avec le drapeau lorsqu'ils ont fini la course. Cet homme, vous vous souvenez peut-être de lui en blazer, costard, cravate et son casque sur les oreilles, c'est Patrick Morisseau. Et c'est lui qui est en direction de course ce week-end avec toute son équipe naturellement. Et fidèle au poste. Alors on le sait, en plus, c'est en parlant de poste, un poste important pour le bon déroulement d'une épreuve, pas seulement au niveau de la sécurité générale et du respect de l'équité sportive et des règles du sport, mais aussi pour le déroulement de l'épreuve, parce que effectivement, il faut savoir arriver à gérer tous les événements qui se déroulent en piste pour essayer de respecter les horaires. C'est un casse-tête permanent pour les hommes qui sont en direction de course. Arriver à observer aussi tous les événements qui se déroulent en piste grâce aux caméras de télévision, mais aussi aux caméras de surveillance qui sont disséminées un petit peu partout autour du circuit. Et puis le retour d'informations de tous les postes de commissaires qui vont signaler ça et là tel incident, tel problème en piste. Et la communication est primordiale dans ce domaine également. Alors notre leader de la première heure, Katsu Kubota, que va-t-il devenir? A priori, une seule voiture pour l'instant parmi les premiers ne s'est pas encore arrêtée. C'est la numéro 51, la Porsche 962C de Hans-Jörg Hübner. Toujours en piste alors que quasiment tout le monde observe son arrêt. On se rend compte que le premier à sortir à l'instant, c'est la numéro 14. Une autre Porsche 962, celle de Tommy Drillan. Regardez le levier de vitesse. Vous avez aperçu le levier de vitesse de la XJR9 à droite de son pilote, même si celui-ci est en position à droite. Alors feu rouge pour l'instant. Feu rouge à la sortie des stands, mais il y a la 14 qui a réussi à sortir. Alors est-ce qu'elle a bafoué le feu rouge ou est-ce que c'était feu vert à ce moment-là? En tout cas, c'est vraisemblablement elle qui va occuper sous peu la tête de la course, puisque la numéro 51 compte 4 tours et ne s'est pas encore arrêtée au stand. Alors qu'on est en train d'épandre du liquide absorbant dans les virages où on a vu d'ailleurs Philippe Chemama en perdition précédemment. Comme vous le disiez, Marc, c'est vraisemblablement une fuite ou une rupture mécanique qui a provoqué ces zones glissantes en piste, du liquide de l'huile vraisemblablement, ou en tout cas du lubrifiant. Ce qui fait que Philippe Chemama a fini par sortir à l'amorce du raccordement, ce qui a provoqué, si vous venez de nous rejoindre, l'intervention du safety car et la neutralisation provisoire de cette course. La voici, cette numéro 14 qui est sortie des stands a priori alors qu'on retenait les autres. Dans quelles conditions on ne le sait pas, mais en tout cas c'est la première à être sortie des stands après avoir effectué son ravitaillement. Elle a couru les 24 heures du Mans en 1986, cette 962C. Elle avait fini, non, elle n'avait pas terminé la course aux mains de Gartner, Van der Merwe et Takahashi. Ce châssis qui a été reconstruit,
C'est d'époque, la 956, la 962, hein, c'est vraiment les voitures, ces deux Porsche, symbole de ce groupe C, donc le safety car. Vous voyez qu'on utilise la signalétique des vrais 24 heures. Hein. Il y a les drapeaux, mais il y a également les feux lumineux pour drapeau jaune, drapeau vert, drapeau bleu ou ici le safety car. Et quand on les regarde, ces voitures, Marc, honnêtement, même si quelques années ont passé, elles ont pas vraiment un look suranné. Elles ressemblent même fort à nos voitures d'aujourd'hui, à nos prototypes LMP1 d'aujourd'hui, aux 24 heures du Mans. En tout cas, même si effectivement il y a eu des évolutions, des appendices supplémentaires, la philosophie générale est restée quasiment la même. On pourrait presque les mélanger avec les voitures modernes. Le Flat 6 Porsche biturbo, évidemment, qui avait une injection sur ce moteur. Il faut rappeler que le règlement était basé sur la consommation en grande partie sur ce groupe C. C'était une façon aussi de maîtriser les performances, hein, encore une fois de la part du législateur. Le réservoir faisait 100 litres maximum, 100 litres d'essence. Une consommation limitée à 60 litres au 100 tout de même. Et on n'avait pas, sur les courses de 1000 km, on n'avait pas le droit de ravitailler plus de 5 fois. C'était donc 6 relais. On essayait donc à l'époque de maîtriser les performances, mais rappelez-vous que la WM, par exemple, moteur Peugeot en 88, fait 405 km/h dans la ligne droite. C'est devenu le record. 405 aux mains de Roger Dorchy, il n'y avait pas les chicanes. Toujours valide, et d'ailleurs cette voiture, elle est exposée au Le Mans Héritage Club dans le village du Mans Classique. Elle fait partie du concours d'élégance qui est organisé à l'occasion du classique tous les 2 ans, qui est à la fois un concours d'élégance et à la fois un concours d'originalité et de technique. Je me souviens avoir vu là-bas une voiture d'ailleurs que l'on dans le même genre que celle qu'on découvrira sur les plateaux, une voiture qui est mue par un moteur d'hélicoptère, une voiture à turbine assez incroyable. Et donc si vous avez l'occasion de venir sur le Mans Classique ce week-end, et on vous y encourage parce que évidemment il y a du beau temps au-dessus de nos têtes, de très bonnes températures autour du circuit et une ambiance fabuleuse qui est à la fois un petit peu passéiste et très actuelle en même temps, eh bien allez faire un tour du côté du Mans Héritage Club pour découvrir des petits bijoux, mais il y en a partout, dans tous les plateaux. Plateau 1, les voitures à partir de 1923 jusqu'au plateau 6, jusqu'à 1981. Et puis ces groupes C qu'on a sous les yeux, les légendes des 24 heures du Mans avec des voitures encore plus modernes. Les Jaguars, les Porsche, on fête le 70e anniversaire de Porsche également à l'occasion de ce Mans Classique. Pendant cette course de groupe C. Beaucoup de Porsche également, 956, 962, vous le disiez, qui sont vraiment représentatives de cette époque, avec la mythique 917 qui les a précédés et qui reste quand même l'emblème, on va dire, des 24 heures du Mans et de Porsche aux 24 heures du Mans. Ça aussi, c'est toute une époque. Regardez le cockpit avec les différents contacteurs. Il y a quand même un tableau de bord. On est quand même dans l'électronique déjà. Hein. L'électronique, absolument. Le levier de vitesse incliné sur la droite du pilote. On va remettre le contact. Peut-être. Allez. Est-ce qu'on va se faire plaisir? Est-ce que nos oreilles vont se faire plaisir? Mais non, on ne trouve pas le contact. Les 956, 962, c'est 7 victoires au Mans quand même. Elles avaient gagné à Daytona, elles ont gagné à Sebring. C'est 10 titres mondiaux pour ces voitures. 3 constructeurs, 5 pilotes notamment. Et regardez la Spice qui revient toucher la Porsche. Là, les ailerons étaient plus solides que de nos jours. Il a tenu l'aileron arrière, malheureusement un petit peu plus loin. Probablement une fuite de liquide sur les freins de la Spice qu'il expédie en tête à queue. Et puis là, un pneu qui explose sur la Toyota 85C. Cette voiture qui marquait les débuts de Toyota. Donc il faut rappeler qu'ils ont gagné enfin Le Mans. Là, la Peugeot a remarquablement évité la voiture en perdition devant elle. Après 19 tentatives pour Toyota. Hein. Toyota a enfin gagné. Et c'est ça qu'il faut souligner. Et là, les malheurs de Kubota avec lui aussi un pneu qui crève son arrière gauche alors qu'il était leader avec quasiment 50 secondes d'avance. Oui, c'est ça qu'il faut souligner. Toyota n'a jamais renoncé. Et ils ont perdu.
Ils ont perdu dans le dernier tour. On se souvient encore de Bruno Van de Stick, le speaker du Mans. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est pas possible. C'est pas possible avec Nakajima arrêté là à 3 minutes 30 du but alors qu'ils allaient gagner. Et ils perdent. Enfin bon, bref, on a vu la GT1, on en a parlé tout à l'heure, qui va rouler ce week-end aux mains d'Emmanuel Collard et de Norman Nato. Voiture qui avait tenté de gagner le Mans 98 et 99, qui était en tête peu avant l'arrivée ou au petit matin et qui pour des broutilles mécaniques a dû abandonner. Mais c'est aussi ça l'endurance, c'est aussi ça le sport mécanique, c'est aussi ça le Mans. Voilà, Toyota n'a jamais renoncé. Et ça, on a souvent tendance à résumer les constructeurs à bon, un constructeur ça vient et quand ça veut plus ça s'en va. Ça vient vendre son produit et puis voilà. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Alors 2 phrases. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. C'est Sir Winston Churchill qui disait ça, et je pense que ça colle tout à fait à la situation des 24 heures du Mans cette année avec la victoire de Toyota. Ils n'ont jamais renoncé, et c'est tout à leur honneur. Je croyais que c'était le monsieur Toyoda qui avait il aurait pu ce discours, mais il aurait pu, oui. Regardez dans l'ambiance dans les garages également, avec une ambiance à l'ancienne. Parfois vous verrez non pas des combinaisons à l'ancienne, parce que pour des mesures de sécurité on a aussi des combinaisons modernes, mais vous verrez certainement des gens rentrer dans les garages portant des casquettes, portant des panamas, portant des pantalons rouges, une chemise à carreaux, être habillé à l'époque, façon époque. C'est aussi ça le Mans classique. C'est toute une ambiance autour de la piste. Ce n'est pas uniquement les différents plateaux avec les 700 voitures qui roulent en piste. Il n'y a pas uniquement les 8500 voitures des 200 clubs autour du circuit. Il y a ces 120, 130, 140 000 spectateurs attendus ce week-end qui partagent vraiment cette ambiance, cette émotion, cette histoire. Et qui, pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, jouent le jeu en s'habillant aussi un petit peu à l'ancienne. N'oubliez pas votre Panama, ça cogne aujourd'hui au Mans, il fait très chaud. On est avec le leader supposé de cette course. On dit supposé parce que c'est lui qui s'affiche en tête sur nos écrans, mais reste à savoir s'il a effectué son arrêt au stand en bonne et due forme, c'est-à-dire surtout s'il est sorti des stands alors que le feu vert était bien allumé, puisqu'on a vu que pour ses principaux adversaires derrière lui, c'était le feu rouge à la sortie des stands. Donc, en dehors de cette incertitude, c'est bien la numéro 14 qui nous a offert la meilleure stratégie, puisque pour l'instant, c'est lui qui s'est arrêté le premier, et c'est lui qui est sorti le premier des stands, ayant effectué son arrêt obligatoire devant la numéro 51, Hübner Werner, qui lui a mis beaucoup de temps à s'arrêter et était le dernier à s'arrêter parmi les hommes de tête. Mais ça lui a profité puisqu'il a réussi à se glisser entre la 14, donc la Porsche 962 qu'on suit depuis quelques instants, et la Nissan de Kubota qui occupait la tête et qui, rappelons-le, a été victime d'une crevaison et qu'on retrouve d'ailleurs à l'image en bagarre avec Raymond Narac ou Michel Lecourt à bord d'une autre Porsche 962. Oh, et c'est la Porsche qui s'impose au freinage sur Kubota. Est-ce qu'il a de nouveau un souci? Non. Ouais, quoique, il est passé aussi. C'est Michael Lyons avec sa Gebhardt qui a doublé, ou qui est en train d'essayer de doubler en tout cas, la Nissan de Katsu Kubota. Michael Lyons qui lui aussi a déjà brillé à multiples reprises dans les événements historiques ces dernières années. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était un des jeunes pilotes qui a très vite pris la direction du classique pour des raisons tout simplement professionnelles et puis aussi pour des raisons familiales, puisque toute la famille travaille dans le milieu de l'automobile classique et qu'il court régulièrement avec ses frères ou avec son père. Encore une Spice qui est arrêtée, la numéro 40. Elle aussi, elle a couru au Mans en 1991 avec Linson James notamment, une pilote. Désiré Wilson et Cathy Muller. C'est ce qui explique la couleur rose peut-être. Exactement, mais oui, elles étaient 3 au volant. Et c'est Richard Bateman qui a engagé cette voiture cette année. Et Spice, c'est le nom du créateur de cette marque. C'était les Spice Girls alors. Pas mal. If you wanna be my love. Viens 24 heures du Mans.
et au Mans Classique. Alors, est-ce qu'il va faire parler la puissance de son moteur Nissan Kubota pour reprendre la deuxième position? Oui. Il est à l'intérieur, oui, pour l'instant, mais ça va peut-être pas durer. Parce qu'on sent bien que derrière l'équipage français est très incisif et n'a pas l'intention d'en rester là. C'est un podium qui est en lice là, entre ces deux voitures. Ouais, mais elle a l'air moins performante que tout à l'heure, hein, la Nissan. On vous rappelle qu'elle mettait 20 km/h en pointe à sa plus proche rivale lors des qualifs. Et là, c'est pas flagrant quand même. Elle prend pas la poudre d'escampette. La Porsche reste bien derrière. Et puis on sent peut-être aussi des trajectoires un peu plus approximatives en entrée, en sortie de courbe, hein, des petits coups de volant pour remettre la voiture en ligne. Peut-être un petit peu en délicatesse avec son freinage. Ce qui pourrait s'expliquer par le fait que la crevaison ait peut-être endommagé quelque chose à l'arrière gauche, comme on a pu le supposer tout à l'heure lors de son arrêt au stand. Et vous voyez les brassards aussi, des membres des équipes qui sont dans l'allée des stands. La presse, hop là, attention au freinage de nouveau, la presse a un brassard à l'ancienne, autour du bras. Tout est fait pour évoquer cette grande histoire de l'endurance, ces 90 ans. Ça, ne vous inquiétez pas, hein, c'est ce qu'on a vu, c'est les produits absorbants qui ont été déposés par les commissaires pour justement absorber l'huile probablement des voitures tout à l'heure en difficulté. Voici Hübner Werner avec la 962 de 1990 qui sont deuxièmes. Et ils sont suivis par la Lola T92 de Peter Garrod. Alors, est-ce qu'il y a un drapeau jaune de nouveau à cet endroit-là? Il ne semble pas, en tout cas sur les données officielles de course, c'est le drapeau vert qui est annoncé. Ouais. On dirait que les voitures sont effectivement au ralenti dans cette zone, qu'elles ne donnent pas la pleine mesure de leur puissance à la réaccélération après la chicane d'un Dunlop. On doit se demander, le pilote de la 20, ce qui se Yellow passe. flag, zone 1, voilà, ça voilà, vient d'être confirmé. Il y a bien eu des drapeaux jaunes qui ont été agités dans cette zone. Normalement, là, ils rentrent dans une partie verte maintenant. Ils vont pouvoir réaccélérer. Voilà, ils vont pouvoir accélérer. Comme sur les vrais 24 heures. Attention, il faut doubler maintenant parce qu'on ne pourra plus. Voilà. Il a vu le drapeau et il est resté derrière. Raymond Narac et Michel Lecourt donc sur la Porsche 962 bleu azur qui est en bagarre avec le prototype jaune, la Nissan R90 CK numéro 23 de Katsu Kubota pour la 3e place. Et puis derrière, Michael Lyons et sa Gebhardt qui a fait la jonction avec les deux voitures qui le précédaient. Et ça va donc être une bataille à 3 pour la 3e place. Dans les minutes qui viennent, il en reste 6, un peu plus de 6 minutes dans cette course de groupe C. Et le cours qui a signé le meilleur tour en course. À l'instant, en 3,56 687. 3 minutes 56 687 pour Michel Lecourt au volant de cette Porsche blanche et bleue. Je dirais que Kubota s'est un tout petit peu réveillé. Il a de nouveau creusé l'écart malgré le fait que Lecourt et Narac soient détenteurs du meilleur tour en course. Et il semble bien que Michael Lyons ait décidé aussi de mettre un petit dièse au niveau de son attaque pour revenir dans le sillage de la Porsche 962 et peut-être essayer d'aller coiffer les deux sur le poteau dans les minutes qui viennent. Ça pourrait faire partie d'une stratégie en quelque sorte. Ah, ça ne passera pas là, oui. On est ici en bagarre pour les 18e et 19e positions. On est loin de la tête, mais on se fait plaisir et on veut gratter quand même une place. On n'a pas tous les jours l'occasion de rouler sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Voilà, il va peut-être prendre l'intérieur à l'entrée des Inaudières. Non, il n'a pas réussi. Un coup d'aspiration, mais derrière, ça klaxonne. Mais il faut mesurer le risque et la performance. Hein. Je crois qu'ils mettent le risque en premier lieu, non? Avec des voitures comme celle-ci, effectivement, on peut quand même ménager la mécanique, ménager la monoplace. Enfin oui, le prototype en tout cas. Alors qu'ici, on voit que Narac et Lecourt se sont un petit peu débarrassés de Katsu Kubota à l'abordage de la 2e chicane des Inaudières.
Il est en difficulté. Ça il se confirme, semble payer le prix de sa ouais. crevaison tout à l'heure. Effectivement, quelque chose a peut-être été débranché au niveau du circuit de freinage quand le pneu s'est délaminé, est allé taper à l'intérieur de la joue d'aile du prototype Nissan. Voilà, le revoilà. Tout à l'heure, c'était l'arrière gauche qui était crevé. Oui, il n'a quand même pas crevé à l'arrière droit. Peut-être pas. On voyait déjà la voiture très sautée. En tout cas, il rétrograde. Kubota, le voici 5e désormais et bientôt sous la menace de Sinclair qui pilote une Spice Cosworth qui remonte vraiment dessus. Alors, ce qui est étonnant, tandis qu'on suit la voiture de tête, cette numéro 14 emmenée par l'équipage Draylen Scott, cette Porsche, ce qui est étonnant, Frédéric, c'est que la première Jaguar, elle est simplement 6e. Elle vient de passer Kubota en piste, Kubota donc en perdition, qui va vraisemblablement rentrer au stand. Mais cette Jaguar XJR 9 était un avion de chasse à l'époque. C'est la voiture qui a gagné en 88 aux mains de Yann Lammers, Dumfries et Wallace. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, ouais. Yann Lammers qui est d'ailleurs présent ce week-end et qui était présent aussi il y a quelques petites semaines pour les 24 heures du Mans pour sa 24e participation aux 24 heures du Mans, pilote néerlandais. Et donc effectivement on retrouve ces voitures emblématiques, les Jaguars, qui ici ne sont peut-être pas assez bien menés pour être au niveau de la concurrence. En tout cas, ça n'empêche pas de pouvoir les admirer car elles sont sublimes. Les Jaguars XJ11, XJ14, XJ9 qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans, elles aussi. Sous différentes formes, avec notamment la complicité de Tom Walkinshaw Racing à cette époque. Ouais, ils avaient mis fin quand même à 7 années de domination Porsche au Mans lorsqu'ils sont arrivés, quand ils ont gagné en tout cas en juin 88 avec cette XJR 9 et son moteur. Imaginez-vous ça, c'est un V12 de 7 litres. Attention, le pneu arrière, il y a bien une crevaison à l'arrière gauche et voilà le pneu qui s'en va de nouveau à l'arrière gauche sur Kubota. Ça a failli faire sauter la carrosserie, vous l'avez vu. Attention, il faut qu'il reste hors trajectoire. Il a de la chance, ça lui arrive quand même dans une portion où la distance à couvrir vers les stands est relativement courte. C'est peut-être là, lorsqu'il a fait ce virage à angle droit, que le pneu a joué sur la jante, à moins qu'il ait eu le problème précédemment. Et là, vous regardez, la carrosserie va bouger et le pneu va partir dans le virage. Et de nouveau, Kubota, le malheureux japonais. Il n'a pas de chance, le pilote japonais, c'est vrai. Alors, le drapeau là-bas pour indiquer au pilote qu'il y a une machine au ralenti. Et il va réussir à revenir, espérons-le pour lui. Dernier tour et Porsche qui va gagner cette course du groupe C. Le groupe C inauguré en 82 par une victoire de Jackie X et Derek Bell avec une 956 à l'époque. L'année suivante, c'est Vern Schuppan, Hurley Haywood et Al Holbert qui l'emportent de nouveau avec une 956. Henri Pescarolo et Klaus Ludwig s'imposent en 84. C'était 10 ans après la dernière victoire d'Henri, qui est là, bien sûr, ce week-end. Tous les deux sont là, d'ailleurs. Ouais. Il y a 10 anciens vainqueurs qui roulent, et tous les deux sont là. Et ils se font un grand plaisir. Henri a même roulé avec l'une de ses voitures de LMP1 rachetée par Jacques Nicolet et le Hawk Racing. Hier, pour la première fois, il ne l'avait jamais pilotée, cette voiture, et il s'est régalé. En 85, c'est encore une 956 qui gagne avec Barilla, Ludwig et Winter. Et puis voici en 86 apparaître cette 962C, pilotée par Hans-Joachim Stuck, Derek Bell et Al Holbert. Elle gagne donc. Oh, c'est Raymond Narac et Michel Lecourt qui sont arrêtés en bord de circuit. Mais oui. Alors qu'on est en train de parcourir les derniers hectomètres pour les futurs vainqueurs. Petit coup de théâtre donc dans le tour précédent qui est passé inaperçu, on va le dire, parce que les problèmes de Kubota ont totalement focalisé l'attention et on n'a pas vu Michel Lecourt ou Raymond Narac se garer au bord du circuit. Ça nous donne quand même une victoire au terme de ces 8 tours de course, de ces 43 minutes d'épreuve pour la Porsche 962 numéro 14, donc de Tommy Drillan et de Scott.
vraisemblablement en deuxième position. La Gebhardt numéro 25 de Michael Lyons. Et puis Sean Lynn, le papa d'Alex Lynn, et puis lui aussi pilote émérite, pilote amateur émérite, qui participe régulièrement aux épreuves d'endurance classique, mais aussi aux épreuves type Tour Auto, à bord notamment d'une AC Cobra très spectaculaire, toujours très spectaculaire d'ailleurs, le pilote britannique Sean Lynn, qui pourrait venir décrocher la 3e place, sauf si son adversaire direct Sinclair, avec la numéro 85, venait lui contester cette position, car il y a moins d'une seconde entre les deux voitures qui pourraient se bagarrer pour la 4e place. Oui, non, il n'y aura pas de bagarre pour le podium, vraisemblablement. Mais il y a 5 minutes, on disait que la première Jaguar était 6e. Et bien avec tout ce qui s'est passé devant. Voilà Sean Lynn qui vient de couper la ligne d'arrivée. Avec cette numéro 3, cette XJR9 de 1987. 87, 91, 87 pour le palmarès de ce Le Mans classique avec le groupe C. Finalement, il y a 3 Jaguars dans le top 6, hein, rien n'est fait jusqu'au bout. C'est de l'endurance. L'endurance sur 1 heure, mais c'est de l'endurance quand même. And to finish first, you first have to finish. Comme toujours. Regardez là cette Gebhardt qui remporte donc la 2e position. Moteur Cosworth sur cette voiture. Qui a été très répandu dans le sport automobile international parce que c'était une base maîtrisée par beaucoup et que ça permettait bien qu'on fasse de la monoplace, qu'on fasse de l'endurance ou d'autres types de compétitions, d'avoir au moins cette base très connue par les pilotes et par les ingénieurs et très fiable. Donc c'est vrai que c'est un peu comme le V6 PRV dans d'autres domaines. On a retrouvé cette base de moteur dans plein de voitures de compétition parce que c'était au moins un classique, une base connue qui permettait de développer autour, éventuellement après de changer de moteur une fois que le châssis était au point. Et on a dans cette catégorie évidemment aussi les rondeaux, les fameuses voitures sartoises qui ont marqué l'histoire. Encore une fois, on parle des grands constructeurs comme Porsche, comme Toyota, comme Jaguar qu'on a vu dans ce groupe C, mais on parle aussi de tous les petits constructeurs qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans, petits par la taille, hein, grand par la renommée, grand par le courage, comme Jean Rondeau qui a eu le courage de monter cette grande aventure sur la course des 24 heures du Mans. Et qui l'a emporté en 1980, associé à Jean-Pierre Josso, sur une Rondeau M379B, voilà l'appellation exacte de cette voiture, qui avait d'ailleurs un moteur Ford Cosworth dont on parlait à l'instant. Vous vous souvenez, c'est cette voiture aux couleurs du point. Évidemment, vous ne pouvez pas l'avoir oublié si vous êtes amateur d'endurance et de course automobile. 1980, victoire de Josso Rondeau. Et oui, on se rappelle qu'on roulait à 2. Hein. On roulait à 2. C'est ce que disent aujourd'hui d'ailleurs certains pilotes du moderne.